Bien, alors dans un nouveau numéro de la série Libermundi, nous sommes à Bruxelles aujourd'hui, nous rencontrons Étienne Schrader. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors, pouvez nous dire où nous sommes exactement là? Alors, nous sommes à Bruxelles, dans la commune de Schaerbeek, sur un axe à forte circulation qui s'appelle la chaussée d'Agde. Et nous sommes en face de la première maison remarquable construite par l'architecte Victor Horta, la maison Autric. Elle porte ce nom parce que les maisons portent le nom de leur premier occupant, de leur commanditaire, de leur maître d'œuvre, en l'occurrence Monsieur Autric, ami de Victor Horta, ami parce que fréquentant la même loge maçonnique, les amis philanthropes, une loge du Grand Orient. Alors Étienne, nous sommes devant la façade de la maison Autric. Que peut-on dire un petit peu de notamment ce qu'on voit tout en haut là? Donc, ce que nous voyons tout en haut livre plusieurs informations. D'abord, au niveau architectural, il s'agit d'une subtilité qui fait à la fois paraître la maison plus haute qu'elle n'est en réalité et qui, d'un côté pratique, permet d'éviter les fenêtres mansardées ou les fenêtres en chien assis. C'est un simple retrait, ce n'est pas un balcon, c'est un simple retrait d'une trentaine de centimètres que l'architecte a cru bon d'installer à cet étage-là. Dans la suite de son œuvre, il répétera ce type de procédé à plusieurs reprises. Il en profite également pour installer en frise des motifs typiquement Art Nouveau, parce qu'il sait que la façade est sa carte de visite à lui, jeune architecte, donc il installe sa décoration Art Nouveau, et comme son maître d'œuvre, son commanditaire est franc-maçon, tout comme Horta, il installe également deux symboles d'origine égyptienne. En haut, le dieu Horus sous forme de faucon stylisé, qu'il répète deux fois, et au centre, le serpent cobra. On sait que les temples maçonniques de Bruxelles font appel à la décoration des temples égyptiens, des pyramides, etc. Les temples du Grand Orient ressemblent à des temples égyptiens. C'est un rappel que Horta, avec ça, certainement l'accord d'Autric, a voulu installer dès sa façade. Ensuite, la façade est en pierre appareillée, et appareillée de façon totalement visible, puisque le ciment d'appareillage est teinté en rouge, et elle diffère en cela de toutes les autres façades qui sont en briques recouvertes d'enduit et recouvertes de plafonnage. Donc celle-ci est vraiment en pierre. Autre symbole maçonnique, mais qui joue aussi sur les initiales de son maître d'œuvre, le A de Autric, peut faire penser au compas maçonnique. Et oui, et les deux. Donc il allie les deux. Voilà, et là vous avez les clés de la maison, et donc nous allons vous suivre pour voir un peu cette belle maison Art Nouveau. Bien, alors nous sommes à l'intérieur, dans le salon principal de la maison Autric, avec Étienne. Alors Étienne, en quelques mots, vous êtes un auteur de bande dessinée, je crois, mais qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours un petit peu à travailler en lien avec l'association qui gère cette maison? Eh bien, j'ai fait partie de l'association dès sa création, de façon assez ironique. Si j'en ai fait partie, c'est parce qu'il manquait une voix au conseil d'administration et que donc Françoise Caeten m'a demandé
de venir le rejoindre dans cette aventure. Bon, ce n'est pas la première fois que je rejoignais François Skeuten dans des aventures improbables. Et l'autre raison, c'est que j'habitais à proximité de la maison, tout simplement. Donc pendant très longtemps, mon rôle s'est limité à assister aux assemblées générales et au conseil d'administration de la maison et de suivre de très très loin l'état d'avancement des travaux de restauration. Les circonstances ont changé, la maison a évolué, sa gestion aussi, et je me suis donc retrouvé administrateur de cette maison, et cela depuis 10 ans. Donc voilà un intérim qui dure bien longtemps. Alors, pour les gens qui connaissent la série Les Cités Obscures, la série se clôt presque sur l'évocation de la maison dans la théorie du grain de sable. Alors, quel est le lien entre cette maison et l'univers de François Skeuten que vous connaissez bien? Le lien est avec cette maison-ci date de la création de l'association Maison Autrique. Donc là, on est dans les années 96-97. Avant cela, les auteurs des Cités Obscures ambitionnaient de réaliser une forme d'exposition permanente qu'ils appelaient à l'époque la maison imaginaire. Ils cherchaient un lieu où installer cette exposition. Cette exposition aurait été d'une certaine manière le reliquat, la synthèse de tout ce qu'ils avaient fait auparavant autour de leur univers. Et c'est presque un coup du destin ou le hasard pour ceux qui y croient que leur projet a pu se réaliser ici, à la Maison Autrique, dans un immeuble construit par Victor Horta. En effet, leur projet était sur le point d'aboutir dans une autre commune de Bruxelles, dans une autre maison, lorsque Benoît Peters et François Skeuten sont passés devant la maison pour aller donner une de leurs conférences spectacles à la mairie de Schaerbeek, et qu'ils ont vu Maison Horta à vendre. Simplement, la petite affiche traditionnelle collée sur les fenêtres. Ils en ont parlé immédiatement aux édiles communaux, aux maires si vous voulez, et leur proposition aurait pu se résumer en une seule phrase: achetez la maison, nous on fait le reste. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc la maison a été achetée par la mairie de Schaerbeek. Elle est donc devenue bien public après toute son existence en tant que maison particulière et donc maison privée. À partir du moment où elle devenait bien publique, on a pu la restaurer grâce aux aides de l'État, grâce à la commission et à la direction des monuments ici, grâce à la région bruxelloise et bien d'autres. Donc restauration d'une œuvre d'Horta, mais contraintes supplémentaires pour le projet Cités Obscures de Skeuten et Peters. Ils ont décidé alors, et c'est tout à leur honneur, de laisser la vedette à l'architecte Art Nouveau Victor Horta et d'adapter leur projet à ce nouveau lieu. Leur projet fantastique, je dirais, fantastique dans le sens d'univers fantastique, s'est trouvé renvoyé aux tout derniers étages de la maison, tout simplement parce que la destination de ces étages-là était inconnue, et que donc la direction des monuments ici, ce qui correspond à vos monuments historiques en France, estimait qu'on pouvait se livrer à des tas d'interprétations. Donc, à mon sens, cela ajoute une valeur supplémentaire à la visite, c'est que on démarre la visite dans la réalité de l'architecte Victor Horta, dans la réalité des occupants de la maison telle qu'elle se passait au début du XXe siècle. On gravit les étages et progressivement on entre dans le monde imaginaire des cités obscures. Ça, c'était le tout début, donc dans les années 95. Par la suite, ce projet a encore évolué. Et le fait que le cycle des Cités Obscures, le cycle de bande dessinée Les Cités Obscures, se clôt sur la Maison Autrique, c'est évidemment un élément troublant. Je n'oserais pas dire qu'il est volontaire, mais c'est très troublant de voir ce cycle réellement vivre son dernier épisode dans cet immeuble.
Oui, alors donc les cités obscures, c'est le passage vers les cités imaginaires qui sont des doubles de ce monde vers Bruxelles et pas Bruxelles. Et donc là, nous allons voir avec vous ce passage, alors qui était déjà dans le concept d'Art Nouveau pour les gens qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi l'Art Nouveau révolutionne l'art finalement? Et là, on est dans une année 2018 qui va rendre hommage à Victor Horta et à tout ce parcours Art Nouveau. Alors en quelques mots, en quoi on est dans une révolution maintenant? En quelques mots, donc l'Art Nouveau naît en Belgique avec Victor Horta à la toute fin du 19e siècle. Mais il correspond à une tendance européenne et américaine générale. Il porte divers noms. Modern Style, à Vienne on va parler de la sécession, aux États-Unis Frank Lloyd Wright est l'un de ses plus célèbres représentants, en Écosse il y a Macintosh, donc c'est un mouvement général. Et les constantes de ce mouvement sont d'abord le refus d'une architecture qui ne fait que reproduire des architectures antérieures. Donc le 19e siècle est vraiment le siècle de l'architecture néo-gothique, néo-classique, néo-renaissance. Donc c'est le triomphe de l'éclectisme. À Bruxelles, nous avons notre palais de justice qui est vraiment le monument de l'éclectisme du 19e siècle. Et les partisans de l'Art Nouveau, dont Victor Horta, s'opposent radicalement à cela. Ils veulent une architecture, une décoration, une forme artistique correspondant au XXe siècle qui arrive. Ils voient ça sous forme d'art total, autrement dit, en architecture, l'architecte ne va plus se limiter à dessiner les plans de la maison, il va en concevoir jusque dans les moindres détails, les poignées de porte, le mobilier, la décoration. L'architecte est maître de tout. En tout cas, dans la conception d'Horta et de ses contemporains, c'est clairement affirmé. En même temps, évidemment, l'Art Nouveau ne surgit pas de rien. L'Art Nouveau utilise des techniques de l'époque, la construction sur armature en métallique, que ce soit de l'acier ou de la fonte, mais elle laisse ces armatures apparentes en les enjolivant. Et ce n'est qu'un exemple. Dans la décoration, c'est aussi l'époque où l'on redécouvre la nature, donc la décoration va s'inspirer de motifs floraux, de motifs végétaux, mais elle s'inspire tout autant de l'art japonais, de l'estampe japonaise, parce que l'époque est au japonisme. Et on pourrait dire que l'Art Nouveau est vraiment le fruit, le reflet d'une époque bien précise qui va de la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre de 14, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Victor Horta abandonne l'Art Nouveau au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette demeure, elle demeure, hein, comme l'on l'indique aujourd'hui, au XXIe siècle. On a cette persistance. Alors, est-ce que cette idée de maintenir cette maison Art Nouveau, est-ce que l'Art Nouveau est à nouveau moderne maintenant, au XXIe siècle? C'est... Bon, si on passe outre les courants de mode, on va dire que le style Art Nouveau a ressurgi à la toute fin des années 60, le mouvement hippie des États-Unis on a fait un usage psychédélique. Il s'est servi des peintures et des illustrations du Tchèque Alphonse Mucha. Donc l'Art Nouveau, oui, est redevenu à la mode à ce moment-là, mais pour Bruxelles, c'était un peu tard parce qu'on avait déjà pas mal démoli. Les Japonais, juste retour des choses, nous ont bien aidés parce que eux se sont entichés d'Art Nouveau et sont venus à Bruxelles pour voir de l'Art Nouveau. Donc la réaction de nos responsables a été
a été un peu fondée sur la culpabilité, et la maison Autric en a bénéficié. D'abord, elle a été classée, la façade a été classée dès 75, donc peu de temps après la démolition de la Maison du Peuple, et lorsque l'opportunité leur a été donnée de restaurer l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de tenter de la remettre dans son état d'origine, alors à ce moment-là, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Nous avons bénéficié de ce syndrome Maison du Peuple. Donc là, oui, l'Art Nouveau demeure. Je ne dirais pas qu'il redevient moderne, mais il est redevenu le témoignage d'une époque passée, qui a été très très courte, mais d'une époque extrêmement riche en symboles de tout genre, en techniques de construction, en innovation et surtout en valorisation du savoir-faire humain. Et là, je crois que dans notre XXIe siècle, c'est un élément qui compte aux yeux de beaucoup de nos visiteurs, le savoir-faire de la main humaine, qui est visible dans la Maison Autric, et nous avons conscience qu'une bonne partie de ce savoir-faire est perdu, heureusement pas irrémédiablement perdu, mais il y a beaucoup d'éléments de la Maison Autric dont on ne sait pas comment ils ont été manufacturés. Oui, c'est une maison qui est assez mystérieuse pour cette raison. Et puis, donc du coup, elle est ouverte au public. Là, on va en profiter. Vous allez nous faire une petite promenade guidée et on va essayer de décoder différents symboles. Effectivement, avec cette idée qu'on part dans le réel pour aller dans cette fameuse maison imaginaire qui était le projet d'origine. Hein, voilà. D'accord. Allons-y. Bien. Le plus simple est de commencer par cette pièce. Donc nous quittons le salon d'apparat, le salon de réception, pour entrer dans ce qui était la salle à manger. Et la chose qui frappe le plus les visiteurs actuels, c'est la hauteur des plafonds. On peut se demander si cela correspond à une utilité pratique, si ça correspond à un goût esthétique. En réalité, la hauteur des plafonds est à l'origine purement symbolique. La particularité de Bruxelles est que dès la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, la largeur des façades est limitée au niveau urbanistique. Donc, la bourgeoisie, qui est la classe qui construit le plus à cette époque-là, se voit limitée dans ses ambitions de paraître. On ne peut plus avoir de larges façades ornementées, on doit se contenter d'une façade de maximum 7 mètres. Pour faire montre, je vais dire, de son aisance, de sa supériorité, la bourgeoisie n'a plus qu'une seule ressource, n'a plus qu'un seul moyen, partir en hauteur. Donc, les plafonds les plus hauts possibles. Alors, à ce moment-là, on peut rajouter des éléments décoratifs somptueux comme ces colonnes. Ce que j'apprécie personnellement le plus dans la Maison Autric, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces traces d'un savoir-faire disparu. Ces colonnes ne sont pas en marbre, c'est du faux marbre. C'est un simple fût de ciment armé à l'intérieur de la colonne, recouvert de plaques de gypse marbré. Donc ce n'est pas de la peinture, c'est du gypse, une sorte de plâtre, pourrait-on dire, mélangé à des pigments de couleur. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, transformé en plaques et poli à la main. Et c'est là que le coût de la main-d'œuvre et le savoir-faire deviennent importants. Autre savoir-faire, le papier peint. Ceci est du papier peint, littéralement. C'est du papier sur lequel on a rajouté une peinture et on a reconstitué une fresque en se basant sur les fragments du papier original, du papier original dans le sens d'origine que l'on a pu retrouver. On ne savait rien sur cette maison, c'est ce qui la rend en grande partie mystérieuse. Horta n'avait pas conservé les archives de la maison. Il y a juste quelques lignes dans ses mémoires qui parlent du lieu, on y reviendra par la suite. Mais tout était à redécouvrir. Et donc c'est une forme d'archéologie architecturale qui a eu lieu. Les restaurateurs ont commencé
par gratter les couches successives jusqu'à retrouver la couche d'origine. À ce moment-là, il ne restait plus qu'à la reproduire avec des matériaux le plus proche possible des matériaux d'origine. Ce qui veut dire que ce qui était peint à l'eau est peint à l'eau, ce qui était peint à l'huile est peint à l'huile. Il a fallu s'adapter, bien sûr, aux matériaux modernes. Alors, encore un élément remarquable, c'est cette poutre apparente, cette poutre métallique apparente. Bon, l'usage du métal dans la construction était loin d'être nouveau. À l'époque d'Horta, ça se pratiquait tout à fait couramment. La particularité d'Horta, c'est d'avoir voulu laisser cette partie industrielle, toujours ce souci du savoir-faire, ce respect du constructeur, je vais dire, du maçon, ça on pourra y revenir aussi, toujours ce respect et de laisser l'œuvre visible, l'œuvre au sens de travail. Plafond voulu par la bourgeoisie maître d'œuvre, Horta va l'exploiter pour augmenter les surfaces vitrées. Ouais. Ça, c'est nouveau. Oui, parce qu'il y a beaucoup de lumière, finalement, c'est très lumineux. Pour une maison de cette époque, pour une maison bourgeoise de cette époque, c'est extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux. Et là, la bourgeoisie bruxelloise n'est absolument pas habituée à ça. La bourgeoisie bruxelloise a plutôt tendance, paradoxalement, à vivons cachés. La vie privée doit être cachée, obscure. Et seule la vie extérieure compte, l'apparence compte. Et alors la structure de cette maison, en quelques mots, là on va aller. Il y a le sous-sol, c'est ça, et il y a trois étages. Nous ne comptons pas ceci comme un étage, c'est le rez-de-chaussée, mais il est surélevé, donc on l'appelle le bel étage. Alors, premier étage, les appartements privés, et deuxième étage, destination incertaine. Et dans le sous-sol se trouve installé tout ce qui a trait au service de la maison, les cuisines, la buanderie, la cave à charbon, la cave à vin. Ok, nous allons descendre avant de remonter du coup. Voilà. Allons-y. Voilà, donc là nous sommes dans la cuisine et si on tend l'oreille, on entend une espèce de mélopée. Alors pourquoi cet enrobement sonore là? Qu'est-ce qui... Nous sommes dans les espaces réservés au personnel, pour autant qu'il y ait eu des personnels, du personnel au service de la famille autrique. Nous n'en sommes pas sûrs, mais en tout cas les espaces existent. Nous sommes dans les sous-sols, faux sous-sol, puisque le trottoir est à mi-niveau, le trottoir extérieur. Et ici commence déjà une forme de fantasmagorie typique des cités obscures, le monde de Francis Ketten et Benoît Peeters. Les sons musicaux que l'on entend sont l'œuvre de Bruno Le Thor, un collaborateur musicien de longue date de Skelten et Peeters, qui a tout récemment produit l'opéra La Tour. Donc, on commence à découvrir tout doucement certaines choses, mais de façon extrêmement discrète. Voilà, le chauffagiste près de sa chaudière. Vous n'avez certainement pas vu le chauffagiste parce que peu de gens le voient. Nous allons essayer de voir un chauffagiste. Ah oui, exact, il est caché là, le chauffagiste. Donc c'est une sculpture. Exact, là il faut avoir l'œil, ouais. Donc c'est un personnage des cités obscures ou pas forcément? C'est un personnage qui comptait parmi d'autres, si ma mémoire est exacte, dans le pavillon des Utopies à l'exposition universelle. Oui, scénographie faite par aussi les mêmes auteurs. Ok. Mais je peux me tromper, mais en tout cas c'est un personnage issu des scénographies des expositions intérieures. Donc il faut avoir l'œil et regarder un peu partout. Oui, hein, parce que rien n'est livré au premier regard. Ce n'est pas un hasard.
Il y a bien sûr des choses que l'on remarque tout de suite, mais dans la plupart des cas, il faut prendre le temps de se promener à l'intérieur de la maison pour s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et oui, alors il y a des motifs géométriques aussi étonnants là, père. Puis là, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, ce sont les pavements d'époque. C'est les pavements d'époque. C'est les pavements d'époque, ils sont très courants à Bruxelles. Alors là, nous sommes dans une buanderie. Ah. C'est ici Et là, qu'on on est... posait le linge sale, qu'on nettoyait le linge sale. Et là, on est au cinéma. des images évocatrices de cette époque apparaissent sur le linge étendu à sécher. Donc nous allons gravir les étages de cette maison. Alors avant peut-être regarder sous nos pieds, là nous avons une espèce de mosaïque. Cette mosaïque rejoint une espèce de forme spiralée avant l'escalier principal. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est d'époque, c'est... Quelle est l'intention Oui, là? bien sûr, la mosaïque, comme le reste, est absolument d'époque. Il y a certaines choses à en dire, effectivement, parce que la façade, la mosaïque et le départ de la rampe d'escalier sont finalement les deux seuls éléments, les trois seuls éléments Art Nouveau que l'on peut retrouver dans la maison. Et il y a une raison. Il y a une raison, je vous avais dit que les archives concernant cette maison avaient été détruites par Victor Horta, non pas parce qu'elle concernait cette maison, il a détruit la plupart de ses archives tout simplement pour faire de la place dans son bureau d'architecte, mais les quelques lignes qu'il consacre à la maison Autric dans ses mémoires indiquent que Autric voulait une maison moderne, bourgeoise. Il insistait beaucoup sur le mot moderne, et alors la phrase qui tue, et surtout sans extravagance. Il connaissait très très bien les intentions architecturales de son ami Victor Horta, et il n'en voulait pas. Alors pourquoi est-ce que cette mosaïque a finalement trouvé grâce à ses yeux? Mais on n'en sait trop rien. Une des théories les plus fréquentes, c'est que dire ceci, ça date de l'extrême fin du chantier de construction, et donc Autric a pu se laisser convaincre par Horta. Bon, personnellement, j'en livre une autre interprétation. La maison Autric, la construction de la maison Autric et la construction de l'hôtel Tassel sont absolument contemporaines. Les deux chantiers ont été menés de front. D'un côté, on a la maison Autric qui était tombée un peu dans l'oubli, et d'un autre côté, on a l'hôtel Tassel qui est considéré dans la littérature spécialisée comme la maison fondatrice de l'Art Nouveau. La toute première maison Art Nouveau jamais construite à Bruxelles par Victor Horta. Et si on voit les mosaïques installées dans l'hôtel Tassel, on voit que les matériaux sont les mêmes que ceux de la maison Autric. Alors, puisqu'ils menaient les deux chantiers de front, est-ce qu'il y a eu une influence de l'un sur l'autre? Tassel et Autric se connaissaient, ils faisaient, encore une fois, partie de la même loge. C'était des amis, c'était des frères maçons. Et donc, ou alors, par souci d'économie et par souci de rentabilité, est-ce qu'Horta a utilisé un excédent de matériaux et s'est livré à cette mosaïque? Quoi qu'il en soit, nous sommes, et ça fait partie également du grand intérêt de la maison Autric, nous sommes vraiment au point charnière entre l'éclectisme du XIXe siècle et l'Art Nouveau du XXe siècle. Donc il y a des éléments Art Nouveau, mais le reste correspond beaucoup plus à une demeure bourgeoise telle qu'on la concevait avant l'apparition des nouvelles idées. Donc voilà, la maison Autric peut être aussi vue comme un chaînon manquant entre deux formes d'architecture et deux esprits différents, ceux du 19e, ceux du 20e. Vous évoquez le fait qu'on est sur des constructions qui se font autour d'un réseau d'amis, d'une loge de philanthropes dans la franc-maçonnerie. Alors est-ce que le choix de certains symboles dans cette architecture, la spirale, ça renvoie à une idée particulière dans la franc-maçonnerie ou dans la... Ça pourrait,
Ça pourrait, mais moi j'aime à considérer que nous sommes en Belgique, nous sommes à Bruxelles, et que la franc-maçonnerie se veut toujours extrêmement discrète. Peut-être pas au point d'être une société occulte, mais en tout cas, on ne fait pas état, et encore à l'heure actuelle, on ne fait pas ouvertement état de son appartenance à la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est une forme de spirale, mais Horta l'a appelé la ligne coup de fouet. Ah, Il ne parle pas de spirale, d'accord, il la parle ligne de coup de fouet. alors. Et c'est une ligne qui va décliner dans toute son œuvre. C'est quasiment sa signature. Ok. Mais où on peut rejoindre votre suggestion de symbolique maçonnique, c'est dans l'inspiration végétale, les motifs qui immanquablement renvoient à l'idée de croissance. Donc on a un peu l'impression que derrière ce motif, l'escalier prend naissance et s'élance vers les étages. Mais il n'ira pas plus loin que le départ de l'escalier. Et en même temps, la rampe d'escalier attire l'œil vers le vitrail du puits de lumière. Voilà. Tout petit puits de lumière, encore une idée architecturale que Victor Horta exploitera beaucoup par la suite. Ici, l'idée est déjà là. Et pour orner le puits de lumière, il fait appel au thème de la croissance. Et là, donc Encore. on monte vers la lumière. Quand Donc on là, l'escalier. on monte vers la lumière. Eh bien, Et là, bien allons-y. sûr, là, on peut Oui, retrouver quelque chose, oui. On peut retrouver beaucoup de choses dont on parle dans les loges. Nous sommes devant ce fameux vitrail, qui est d'époque aussi, alors. Tout est d'époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir, là, du coup? Un arbre, comment vous le lisez? Alors, il y a l'interprétation la plus concrète est simplement une référence à l'art japonais de l'estampe. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça et ce n'est vraiment pas dû au hasard. Donc, ce qu'on pourrait prendre pour des fleurs de lys qui montent vers le ciel sont en fait des iris. L'iris est la fleur symbolique de Bruxelles. Parce que Bruxelles est constituée d'anciens marais asséchés. Bruxelles est un sous-sol extrêmement humide et les iris, qui sont des plantes semi-aquatiques, proliféraient à Bruxelles. C'est donc devenu le symbole de Bruxelles. Mais l'iris se retrouve aussi dans les symboliques alchimiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une fois de plus, on retrouve l'iris dans l'étoile de Bruegel. Oui, qui était alchimiste, Et l'idée là, de la transformation. Là, la question ne se pose La pas. couleur jaune, Voilà. l'œuvre jaune, en plus, oui. Okay. Donc, voilà, une fois de plus, on peut jouer sur les deux tableaux. Là. Et donc, au ciel... Au ciel, on a un deuxième vitrail. Ouais. Un deuxième vitrail, les oiseaux, une espèce de cigole. Mais enfin, en tout cas, les iris sont très présents. C'est des couleurs bleu et mauve, quand même. Oui. Hein, bleu, mauve, rouge. Il y a quand même quelque chose d'intéressant sur les oiseaux. Puis quand on parle d'oiseaux, il y a souvent la question de la langue des oiseaux. Alors, est-ce qu'on peut trouver des choses autour de cette cabale phonétique là-dedans, hein? Il y aura d'autres pistes. En tout cas, c'est vrai que c'est très beau. Et là, on a donc cette vitre qui donne sur quoi? Sur le jardin, c'est ça? Qui donne sur le petit jardin et sur l'immense jardin de la maison voisine. D'accord. Donc ce petit jardin, et on voit encore une spirale. Voilà, regardez, incroyable. Quelque part, un motif. Oui. Voilà. C'est fort aussi parce que les plans du jardin que vous voyez ont été tracés sur base des plans d'époque. Voilà. Et les plantes qui y sont correspondent aux plantes que l'on plantait dans les jardins citadins au XIXe siècle.
Voilà. Donc les essences n'ont pas été choisies au hasard. Par contre, la grille du fond du jardin, ça c'est vraiment une fantaisie de ce que était Nepenthe. Ah oui, avec le A Le A de Autric. de Autric, ça, voilà, ça a été En réalité, rajouté. c'est le A et la grille qui ont créé l'ouverture. Ah, ok. C'est un des entrepreneurs de la restauration qui est revenu sur le chantier avec cette grille et le A. Et alors, bon, encore un de ces coups du destin, l'opportunité était trop belle. Oui. Mais là, on va de nouveau retomber dans les arcades de la loge. L'opportunité était trop belle que pour demander l'autorisation de créer cette ouverture au fond du jardin, qui n'existait pas à l'époque. Donc, mais il fallait l'accord du voisin. Et à l'époque, la grosse maison voisine était la maison paroissiale. Et le doyen de la paroisse, un prêtre très très âgé, a dit textuellement, de mon vivant, ce mur ne sera jamais percé. Il se souvenait très bien que cette maison avait des origines franc-maçonnes. Ok, ah oui, la mémoire des lieux. Ok. Bon, je pousse un peu, mais la réaction du doyen a été tellement virulente que c'était un peu suspect. C'est symptomatique d'une époque un peu révolue, heureusement. Voilà, il est décédé, son successeur nous a laissé... Donc là, maintenant, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Maintenant, entre l'église et la franc-maçonnerie aussi. Et peut-être que lorsque nous aurons disparu, nous les témoins de la transformation de la maison, d'autres légendes vont naître. Continuerons l'histoire, qui est un livre ouvert, oui. Voilà. Alors là, nous allons dans une partie qui est là... On suit. Qui sont les parties privées de l'habitation. Ouais. Donc, alors là, la bibliothèque. la bibliothèque qui à l'origine était le salon privé Ok. et qui pouvait tout aussi bien servir de bibliothèque. Alors, est-ce qu'au niveau des livres qui sont entreposés, il y a eu un choix particulier de faits ou de certains auteurs Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que le premier homme à avoir franchi le... lorsque je suis arrivé, les livres étaient déjà là. D'accord. Et là, on a par contre des grands livres qui sont des... Là, on est sur la mémoire de Bruxelles, de La mémoire de Bruxelles et plus spécifiquement la mémoire de Horta disparu. D'accord. On peut peut-être regarder un peu l'intérieur d'un livre. Alors ici, c'est une œuvre beaucoup plus moderne, donc 2004. Marie-Françoise Plissard, qui était notre photographe attitré, donc c'est des vues aériennes de Bruxelles. D'accord. Saint-Gilles, ok. Donc ça, c'est des livres qui sont là tout le temps. Hein. Oui, là, en permanence. On voit, il y a un écran de projection, donc il y a des expositions temporaires. Exactement. Voilà, à Et chaque fois. Alors on est sur l'automobile. le film Attrait est à l'exposition actuelle et est un commentaire sur l'exposition. Voilà. Alors Le peut-être film change à chaque fois, à chaque expo. Alors peut-être aller voir un livre sur Victor Horta, peut-être voir quelques images. Donc, on commence par la maison du allons-y. peuple. Donc La maison- c'est Horta disparu. Hein. Oui, donc ça a été détruit, ça. Ça a été totalement. détruit. Voilà, intérieur de la maison du peuple, le foyer ou le bar ou la cantine, le foyer plutôt, toujours la maison du peuple, vue extérieure. Donc là, c'est un projet de socialisme urbain, finalement. Alors, la maison du peuple était... bon, chaque commune avait sa maison du peuple. C'était salle de réunion, salle de spectacle, coopérative d'achat. Il y avait plusieurs activités. C'était c'était l'époque du, comment je dirais, socialisme paternaliste. Paternaliste, oui. Hein. Ouais. Donc, le prolétaire qui pouvait avoir accès à des plaisirs réservés jusqu'alors à la bourgeoisie. Voilà la salle de spectacle, dont une partie des structures métalliques a été préservée finalement. Oui. Donc la maison du peuple en réalité n'a pas été démolie au sens strict, Oui. elle a été démontée Démonté. et ensuite entreposée dans des endroits divers jusqu'à disparaître complètement. Donc
on sait que certains des éléments des ferronneries ont été vendus au poids. Mais on peut les retrouver dans la ville d'Anvers, dans un grand café qui s'appelle d'ailleurs la Maison du Peuple. Parce que les ferronneries de la salle de spectacle avaient été rachetées par une brasserie, avec l'idée de reconstruire cette salle de spectacle. Mais le projet n'a pas eu. Alors quelqu'un qui va trouver l'actuelle maison, elle existe toujours cette maison du coup? Enfin, elle l'emplacement, oui, l'emplacement. on le verra sur un dessin de François Skelten. D'accord. Oui, l'emplacement est toujours là. On peut... Hôtel au Bec, dont une partie de la façade a été conservée, qui subit apparemment le même sort que la Maison du Peuple, parce que cette façade démontée est en train de se balader de lieu d'entreposage en lieu d'entreposage. On ne sait pas très bien. Étrange destinée. Oui, effectivement. étrange destinée. Toutes ces pierres numérotées, ce n'est pas toute la façade. Alors, est-ce qu'on a des œuvres qui demeurent, à part la Maison Autrique, là, dans le catalogue, ou du coup... De Horta, oui, heureusement. Oui, quand même, heureusement, oui. Bon, puisqu'on est dans la bande dessinée, disons le centre belge de la bande dessinée, qui est les grands magasins au quai de Victor Horta, un des chefs-d'œuvre de Horta, et qui reste lui préservé intact jusque dans le mobilier, c'est l'hôtel Solvay, qui peut se visiter sur demande, avenue Louise. Il y a encore 2 maisons à Saint-Gilles et une maison près du Sablon à Bruxelles. Et cette maison vient d'être achetée par une indienne fortunée qui en est tombée amoureuse. Ah oui. Ah oui, incroyable. Amoureuse, oui. Belle histoire. L'épouse c'est tout récent, l'épouse de l'ambassadeur d'Inde en Belgique. Et alors, elle y a vu une réminiscence des constructions du Rajasthan. Donc, comme quoi le lien entre l'Orient et l'Occident, là, est très fort. Oui, ça et vous voyez que vraiment, on y voit ce qu'on veut bien y voir. Mais, elle a acheté l'immeuble, elle va le restaurer avec une architecte absolument... Madame Van der Rouy, qui est l'architecte restauratrice d'Horta, une des architectes restauratrices d'Horta par excellence. Et apparemment, ça sera accessible au public. Donc Horta est en pleine renaissance en 2018, l'année où on le célèbre. À Saint-Gilles ont été rachetés par des Parisiens. Bon, les Belges n'ont plus vraiment les moyens d'acheter ça, les Bruxellois. C'est la crise. Heureusement, les Parisiens. Chambre à coucher des maîtres de maison qui communiquent avec le salon à travers un petit sas. J'ai entendu une interprétation sur ce petit sas. Le sas là. Qui aurait pu être le cabinet de réflexion de méditation de Monsieur Autric. D'accord. Bon, cette interprétation, je l'ai transmise à d'autres, avec les réserves d'usage, et il m'a été dit, c'est peu cohérent, puisque le cabinet de réflexion n'intervient qu'au stade de l'initiation. Mais, vous voyez, oui, ça pourrait, parce que là on lorsque rentre... lorsque des francs-maçons visitent la maison, ils ont leur propre interprétation. Là, ils me l'ont livré, mais je parie qu'eux voient des choses que nous ne voyons pas. En tout cas, en l'occurrence, ce monsieur m'a transmis son interprétation. Voilà. Alors là, on est dans la chambre à coucher. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir ce tableau. Alors, ce tableau, qu'est-ce que c'est? Il est fait pour la maison. C'est fait pour la maison, là. C'est François Squitten, du coup? Non, c'est un de ses collaborateurs peintres, Alexandre Trobolinski, avec qui il a beaucoup travaillé pour les expositions, et pour les reproductions, et pour les scénographies de grand format. Et là, Alexandre Trobolinski a créé ce tableau vraiment pour la maison. Oui, donc là, ça donne du sens. Alors, comment vous le lisez sur le plan symbolique, justement? Parce que là, c'est quand même... Écoutez, sachant que Kobolinski est familier des cités obscures, voilà, à nouveau, on part de l'obscurité vers la lumière. Les oiseaux ou les personnages ailés sont une constante dans le monde des cités obscures. Voilà, moi je vois que les liens sont multiples. Il a ajouté à cela une facture qui correspond bien
au style éclectique de la peinture du 19e. Nous allons toujours dans la chambre. Donc chambre à coucher et cabinet de toilette privé. Quand on jette un coup d'œil, donc là on ne peut pas rentrer dans Non, a la baignoire. on veut préserver l'intimité. Et par contre, on voit quand même une femme qui n'était pas très habillée. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, écoutez. Qui est cette personne? Arrivé au deuxième étage de la maison. Alors on est sur... Qu'est-ce que c'est que c'est une chambre d'enfant? C'est une. On a décidé de l'appeler effectivement la chambre d'enfant. Donc c'est à ce niveau-ci de la maison que se tiennent, je veux dire, le gros de nos expositions, parce qu'ici nous pouvons modifier les éclairages, etc. Et chambre d'enfant pour les amateurs de bande dessinée, les connaisseurs en bande dessinée, les amateurs de cités obscures, ils ont remarqué que c'est le lit de Little Nemo. Ah oui, oui, Winsor McCay qui est une grande Winsor inspiration McCay, de voilà. François Squitaine. Et il D'accord. y a longtemps que nous l'avons fait construire justement pour notre toute première exposition qui était consacrée à Little Nemo. Little Nemo et la maison Autrix sont contemporains, ils ont le même âge. Oui, alors on est vraiment dans le monde du rêve là du coup. Voilà. hein, on Et rentre, quand on sait l'influence de Winsor McCay sur le dessin de François Squitaine, tout se rejoint. Ouais. Et puis là, il y a la question aussi du rapport à l'image, du Oui. cinéma aussi qui apparaît là. La Peut-être pas projection. nécessairement du cinéma, mais en tout cas l'image. Une image. Ce qui ressemble à un énorme appareil Ah oui, photographique c'est bien. est en fait l'ancêtre du banc de reproduction. Ok. Cela servait à reproduire les œuvres d'art. Et c'est un élément qu'on a retrouvé dans l'exposition Nadar que Squitaine et Peters ont scénographié il y a bien longtemps à Bruxelles. Et il y a eu aussi chez vous, à la Maison d'Autric, une exposition sur les origines du cinéma, ombre et lumière, Oui, qui date. effectivement, que qui j'ai- date de plusieurs années aussi. C'est une exposition qui nous avait vraiment enthousiasmés. Oui, C'était très gai à faire. c'était très cohérent avec l'univers. Oui, hein, et déjà. on avait d'excellents partenaires. Alors là, Alors une pièce aussi dont la décoration et dont l'installation varie, mais nous gardons malgré tout comme constante Ces deux- trois dessins, Trois dessins. Ouais. mannequins de François Squitaine Alors. à propos de Victor Horta. Donc la Maison du Peuple avant, Et la Maison du Peuple, actuellement. actuellement. Qui a quelle fonction actuellement cette Maison du Peuple? Elle est toujours liée au Parti Socialiste, je ne sais plus quelle administration s'y trouve. Mais le Parti Socialiste est toujours le PS, c'est toujours propriétaire. D'accord. Mais cette espèce d'utopie de lieu fraternel n'existe plus vraiment du coup. Peut-être quelle Non. était la vocation première finalement. Non, les maisons du peuple en ville, non. Ou alors il faut aller en province, dans des villes, vraiment au fort passé ouvrier, des villes comme Charleroi. Charleroi. Là, on trouve encore des maisons du peuple en fonctionnement, à peu près conforme à ce qu'il était auparavant. Mais Ok. ça a disparu progressivement. Alors après l'autre dessin de François Squitaine, là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le musée des Beaux-Arts de Tournai, Ah. sur lequel Victor Horta est intervenu, ce n'est pas une construction de Victor Horta, mais il est intervenu dans la partie centrale. Donc, notre exposition actuelle est consacrée à la voiture électrique La Jamais Contente, construite par un Belge, qui est le premier véhicule à avoir, Et là on le voit là. c'est ça. avoir dépassé les 100 km/h. Ouais. Et on retrouve ce type de véhicule dans un dessin de François Squitaine. Déjà avant que l'exposition ait lieu. Donc Voilà, c'était je ne déjà fais aucun commentaire. commentaire. C'est là, il y a des espèces de hasards Voilà. qui n'en sont pas forcément toujours. Et là on était dans la salle Victor Horta. Voilà.
Oui. Une représentation de Victor Horta par François Scuiten, qui est... on retrouve effectivement... Parce qu'on appelait cela le bureau de l'architecte. Le bureau de l'architecte, oui. Et puis, comme on a accumulé des témoignages visuels à propos de Victor Horta, Ouais. en principe, les expositions ne modifient pas cet endroit, mais là, on a fait une exception. Il y a quand même une filiation entre le père de François Scuiten et son frère qui sont architectes, et le fait on est vraiment dans une espèce de logique Non, il y a une logique. de travail sur tout ça, quoi. Son père, et une de ses sœurs également est architecte, oui, il a baigné dedans. Et il met en scène un architecte, alors ce serait comme l'architecte de la fièvre d'Urbicran, qui est une espèce d'Horta radicalisé, quoi, qui serait devenu un peu fou. Oui, le Avec père. hein, Donc le modèle est le père de François. de François aussi. Vous voyez, comme quoi, finalement, l'histoire rejoint l'histoire familiale. Voilà. Alors là, Il maintenant... s'appelait Robert Scuiten, Robert l'architecte Ouais. de la fièvre de Bricante, c'est Robic. Robic. Eh oui, il y a peut-être un hommage. Alors là, on rentre dans la partie peut-être la plus bizarre où je suis. Alors déjà, on est accueilli par un curieux personnage Oui, le frère jumeau du chauffagiste qu'on a qui était en bas, voilà. Alors là, on est dans le grenier d'Axel Wappendorf. Alors, qui est cet Axel Wappendorf? Une sorte d'inventeur fou qui a mis au point des véhicules improbables. Et c'est ici que, au fil des ans, ce grenier n'est jamais le même parce qu'on entrepose des choses. Donc c'était au départ la mémoire des cités obscures. Hein, on distingue Robic. Ah oui, dans le fond, là-bas, Robic est en train d'écrire. Voilà, oui. Oui, Donc c'est une statue, alors là on la voit très mal du coup. Donc des véhicules aériens, des véhicules terrestres, et de mémoire des cités obscures, elle est tout doucement devenue la mémoire de la maisonnerie. Voilà, ce tableau était accroché dans la chambre d'enfant. Ok. Alors là on a une jeune fille, une princesse, et dans le reflet de la princesse dans l'eau. Hein. Oui, c'est la princesse Malène de Metterlinck. Donc c'est un tableau de Metterlinck ou d'après Metterlinck? C'était l'affiche pour cette pièce de Metterlinck. Une affiche réalisée par François. Par François. Il y a très longtemps. Voilà. Alors, qu'il a retouché. Et là on entend toujours la musique de Bruno Le Thor. Toujours Bruno Le Thor, oui. Alors qu'est-ce qu'il cherche à faire passer là de Bruno Le Thor dans cette musique? Je crois qu'il faut le demander à Bruno Voilà, Le Thor. vous l'écoutez, on le trouve en CD. Mais c'est vrai que là on est vraiment, si on écoute bien, on est là dans le mystère, là. Hein. L'accumulation, la mémoire, parce que les cités obscures parlent de mémoire. Oui. Et là on est dans une espèce, alors on ne sait pas si c'est un inconscient ou une mémoire particulière. On a une jeune fille qui bizarrement a perdu un peu le sens de l'équilibre. Alors qu'est-ce que... Écoutez, qui est-elle là? Il s'agit de Méry. Donc une représentation de Méry enfant. Elle n'a pas perdu le sens de l'équilibre, elle obéit simplement à une gravitation différente de la nôtre. Voilà. Donc elle est parfaitement en équilibre par rapport à elle-même, mais pas par rapport au monde qui l'environne. Alors elle a suscité la curiosité des scientifiques, et dont Axel Wappendorf. Et en grandissant, elle était l'héritière de l'empire industriel, elle est devenue industrielle elle-même et elle intervient. Pareil, voilà, à certains moments dans les épisodes des cités obscures, Méry von Ratten. Méry von Ratten, et où ça devient tout à fait étrange, c'est que pendant de longues années, les auteurs, Benoît et François, ont reçu une correspondance de Méry von Ratten.
Aussi. Donc, qui ne sont jamais parvenus à identifier. La correspondance s'est arrêtée, Mary von Ratten est repartie dans son... Oui, donc c'est Mais l'idée des mondes parallèles et des... C'est très étonnant. Donc, elle a entretenu, avec Schouten et Peters, une longue correspondance, ils l'ont gardée. Et... Mystère, oui. Mystère. Effectivement. A-t-elle Donc, existé réellement ou pas? On n'en sait rien. on la retrouve dans quel album, du coup? Plusieurs albums, je crois. Hein. Dans plusieurs albums. Donc, dans Arménia. dans, Le dernier aussi. Le dernier qu'on évoquait tout à l'heure. dans la théorie du grain de C'est sable. ça, hein. Elle a vieilli, là. Oui. Elle est plus du tout penchée, Oui. d'ailleurs. Non, on l'a guérie de son... Et il y a même eu Elle s'est guérie de son... de son mal, entre guillemets. Oui, de son mal, de cette différence. Alors, est-ce que c'est à ce personnage, quand vous avez fait votre album La couronne de papier doré, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez aussi l'idée d'une jeune fille qui hérite d'un empire industriel aussi? Il y aurait un lien, conscient ou inconscient, entre les deux, dans votre univers, finalement? Écoutez, quand j'ai réalisé la couronne en papier doré, effectivement, François commençait à travailler sur l'enfant penché. Ah. Mais je ne savais absolument pas ce qu'il faisait. Je ne découvrais ça qu'au fur et à mesure des parutions dans un suivre. La similitude que vous avez remarquée, et par le fait même que je remarque aussi à l'instant, jusqu'alors ne m'avait pas frappé, mais je voulais vous en parler parce que à un moment, dans l'enfant penché, on voit l'intérieur des von Ratten, et à un moment, dans la couronne en papier doré, on voit l'intérieur d'Avry Metal, cet empire industriel, et les deux pièces, les deux salons représentés sont les mêmes. François et moi sommes partis de la même photo d'une ancienne villa de Dresde. Et j'ai fait la remarque à François parce que ça ne saute pas aux yeux. Sa manière de dessiner est tellement différente de la mienne, ça ne saute pas aux yeux. Et j'ai dit, tu as vu, une fois de plus, on a utilisé les mêmes décors pratiquement en même temps dans nos histoires. Bon, pratiquement, ça signifie qu'on a à peu près la même bibliothèque, la mienne étant 1/10 de celle de François, ou même un 5e de celle de François. Mais c'est quand même curieux qu'il y ait des passages, des passages entre les cités et entre les histoires. Et entre les histoires. Bon, maintenant, si je suis venu à la bande dessinée, c'est en grande partie grâce à François Schoeten. Tout ça peut trouver des explications tout à fait logiques, hein, mais à plusieurs reprises, toujours dans ce même album, si sur une image, vous voyez que j'ai dessiné la douce. Et ça, c'est bien avant François. Bien avant, oui. Donc vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Vous êtes quelque part. Nous sommes attirés en fait par voilà, vous êtes dans un univers similaire et ça se. Les mêmes genres ça se recoupe. Ça se fatalement. Voilà. Donc effectivement, ça c'est des choses qu'on peut inviter les spectateurs d'aller prolonger notre conversation par la relecture de votre album. Et effectivement, c'est tout l'univers des cités obscures qui se clôt justement à la maison Autric, avec le personnage de Marie qui a surmonté, on va dire, son handicap quelque part, et qui permet à la ville de Bruxelles de retrouver l'ordre après une période de gros désordre. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la progression, hein, du coup. Belle conclusion. Et alors, du coup, puisqu'on est au sommet, là, cet univers, ces personnages, alors on a deux autres personnages là, qui sont des espèces de personnages, alors c'est un peu inquiétant. Qu'est-ce qu'ils représentent? Des visiteurs. Des visiteurs, voilà. Des visiteurs, vous en avez perché. Ah oui, on a des gens perchés aussi. Alors,
Donc, conclusion au terme de ce petit parcours, qu'est-ce que, en tant que vous êtes toujours concerné par l'évolution de cette maison, quelles seraient les choses que vous voudriez travailler un peu dans le futur pour continuer de préserver et de valoriser ce patrimoine, cette mémoire réelle et imaginaire? C'est un peu difficile de faire des plans à long terme. Nous avons pris l'habitude, tous ensemble, que ce soit François, Benoît, l'équipe de la Maison Autrique et moi-même, de profiter des opportunités sans très bien savoir où elles allaient nous mener. Donc, la Maison Autrique, évidemment, s'intéresse au premier chef à tout ce qui constitue le patrimoine. Nos activités internationales se développent très bien, mais je dis c'est pas délibéré. On a profité d'une opportunité et on a développé pas mal de projets de ce côté-là. Ce qui nous occupe et qui va encore nous occuper longtemps, c'est la mise en place, l'archivage, le catalogue raisonné de ce que nous appelons le fonds Skeuten. En effet, François nous a fait don de ces archives qu'on peut en quelque sorte appeler les archives des cités obscures. Que l'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de dessins originaux, il ne s'agit pas de pièces maîtresses de son œuvre qui, elles, ont fait l'objet de donations, entre autres à la Bibliothèque François Mitterrand et à la Fondation Roi Baudouin. Nous avons les archives, mais ça représente pas loin de 4000 entrées. Et notre ambition est de rendre ces archives consultables un jour. D'ici 2 ans environ, ça devrait être chose faite. C'est un long travail patient, mais je crois que tous les amateurs de cités obscures pourront découvrir là des choses qui restent encore à savoir. Bon, quelle est la mission éducative de la Maison Autrique se développe de plus en plus. Nous avons un tout nouveau service qui s'appelle le service des publics et qui lui, a plein de cordes à son arc et a plein de projets. Donc je vais dire que tout ça va dans le bon sens. Voilà. À partir de ce qui reste malgré tout un micro-projet. Nous sommes un tout petit musée comparé au musée Magritte, au musée 20 siècles, au musée Royaux d'art et d'histoire. Mais ça nous permet de travailler avec beaucoup plus de souplesse, d'être entièrement libre de nos actions et d'avancer, mine de rien, assez vite. Donc je suis assez satisfait, je rêve, et je pense que ça sera de reconsacrer une belle exposition aux cités obscures, qui pourrait s'appeler les archives des cités obscures. Mais bon, chaque chose trouve son heure. Et alors, tout ce détour finalement par le rêve, l'imaginaire, la symbolique, qu'est-ce que, au terme du travail que vous-même vous faites en tant qu'auteur, qu'est-ce que ça nous dit sur le monde actuel? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Je veux dire, finalement, est-ce que c'est pas des fois en passant par l'imaginaire qu'on peut plus mettre en perspective le présent que dans une espèce de mode documentaire qui n'est pas toujours très très heureuse parfois? Écoutez, je n'ai pas d'opinion bien tranchée sur ce genre de questions, mais pour moi, je suis certain d'une chose, c'est que il ne faut pas confondre l'imaginaire et la fuite, certainement pas. L'imaginaire est tout simplement une façon de recréer le réel et de toujours être ancré dans le réel. Et tout dernièrement, j'ai entendu une phrase qui
peut faire réfléchir aussi. Toute mémoire est créative. On croit en la précision de nos souvenirs, c'est faux. On recrée nos souvenirs. Donc la mésomotrique est aussi un acte de mémoire, et par là, c'est un acte créatif. Voilà. Pour ceux qui voudraient participer à cette aventure, alors quand ils viennent à Bruxelles, quels sont les horaires, techniquement, comment on fait pour se rendre chez vous? Techniquement, c'est très simple. Donc nos jours d'ouverture sont du mercredi au dimanche inclus. Donc retenez que c'est fermé les lundis et mardis. Nous ouvrons à partir de midi et nous fermons à 17h30. Pour y parvenir depuis le centre-ville, il y a plusieurs moyens de communication, les trams 92, 25, les bus 65 et 66 qui tous partent du centre-ville. Alors peut-être dire que avec le tram 92, on finit à la gare de Scarbeck, qui a été aussi scénarisé par Françoise Cuitaine autour de son album La Douce. Donc il y a une sorte de prolongement intéressant. Oui. Peut-être la ligne du tram 92 est effectivement très intéressante parce qu'on peut partir du musée Horta à Saint-Gilles. Donc on traverse, on passe devant le palais de justice, on passe à côté. Il y a une espèce de ligne de force là, c'est intéressant. Parc Royal qui revient, dont le plan est entièrement maçonnique. On passe à côté du jardin du Botanique où a eu lieu l'exposition Nadar en souvenir de la première, de l'ascension en ballon de Nadar qui a eu lieu à ce moment-là. On arrive à la mésomotrique et si on va jusqu'au terminus, on est au musée du chemin de fer, au Train World, mis en scène par François Scott. Voilà, donc une belle idée de voyage physique. Alors pour ceux qui... un simple billet. Voilà, l'aventure est au coin de la rue. Alors, pour ceux qui voudraient creuser, peut-être montrer 2 ouvrages qu'on peut trouver dans votre librairie. Alors, le classique... Toutes les cités obscures. Dont Bruxelles, qui serait le double de Bruxelles. Voilà. Et alors, pour ceux qui... Alors, notre catalogue, la mésomotrique, ici, c'est la version anglaise, donc il existe en 3 langues, français, anglais, néerlandais. Voilà. Et nous avons les cités obscures, en principe, dans les 2 langues, français et néerlandais. Voilà. Il y a un site internet aussi, je crois, sur lequel on peut se... mésomotrique.be, tout simple. Voilà. Bien, Étienne, merci pour votre accueil. Merci. Et puis, bonne continuation dans ce monde fascinant de l'art nouveau et des cités mystérieuses. Merci.